Et c'est parti. Hop. Alors écoutez, bonjour à toutes et à tous. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire sur le sujet de la communication RSE. Nous allons parler aujourd'hui des différents outils que l'on peut utiliser ou que l'on peut trouver pour animer, communiquer et valoriser ses engagements RSE. Donc pour nous présenter rapidement, moi je suis Marion Martinez, je suis la dirigeante de Rupture Engagée, qui est une société de conseil en RSE créée il y a 4 ans. On accompagne en gros les TPE, PME dans la mise en place de leur démarche RSE au travers d'actions de sensibilisation, de structuration, d'accompagnement en déploiement de leurs actions et puis de valorisation, communication de leurs engagements RSE. Parce qu'une démarche RSE, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin de vivre, d'être vécue, d'être vivante. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on est une équipe de 4 personnes réparties entre Nantes et La Rochelle. On travaille avec des entreprises partout en France, que ce soit des TPE, PME locales à La Rochelle ou à Nantes, ou bien des plus grands comptes répartis un petit peu à droite à gauche. Et aujourd'hui, c'est un webinaire un petit peu spécial, puisque à la différence des autres qu'on a organisés dans le passé et que vous pourrez retrouver sur notre page de YouTube, aujourd'hui, on a une invitée qui est donc Alexandra, qui a sa caméra activée, donc vous la voyez également. Alexandra, je te laisse te présenter et faire un coucou à nos participants. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Marion et l'équipe de Rupture Engagée pour cette invitation pour ce webinaire auquel on est ravis de participer. Donc, je suis Alexandra Lavarello, je suis fondatrice et gérante de l'agence Bella Ciao, qui est une agence de communication spécialisée en communication RSE et RSO, donc responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de porter ces messages d'expertise en duo avec Marion. Écoute, merci à toi, surtout Alexandra, d'être disponible. Depuis longtemps, ces valeurs t'animent et ces valeurs font partie de ton quotidien professionnel, mais aussi personnel. C'est d'ailleurs pour ça que tu as créé ta société, probablement pour vivre un peu plus aligné encore à tes valeurs. Donc, tu es vraiment la bonne personne aujourd'hui pour parler de communication responsable à nos participants. Donc, je suis très contente de t'accueillir et de pouvoir faire bénéficier de tes conseils à tout le monde. Alors, on va voir plusieurs choses aujourd'hui. On va faire un premier petit point sur pourquoi communiquer et valoriser sa démarche RSE. Parce que si on ne comprend pas pourquoi, si on ne comprend pas à quoi ça sert dans le fond, on va avoir très peu de raisons de mettre en place des actions. Donc, on va vous présenter pourquoi c'est indispensable de valoriser et de communiquer vos engagements, que ce soit en interne ou en externe. On parlera aussi de deux supports de communication qui sont souvent utilisés dans les stratégies RSE des entreprises, à savoir la charte, mais aussi le rapport RSE. On verra à quoi ils servent, ce qu'ils comprennent, de quoi ils sont composés et comment les rédiger. On parlera aussi, on vous partagera 4 outils pour vous aider à animer, à valoriser et à communiquer vos engagements. Et enfin, 3 petits conseils pour vous permettre de réussir votre communication et d'éviter les petites erreurs que l'on voit souvent chez nos clients qui mettent souvent de la bonne volonté, qui mettent des moyens, mais qui, voilà, et vont commettre quelques erreurs. Donc, ces conseils seront là pour vous permettre de les éviter. Donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat. On y répondra à la fin et cette présentation vous sera envoyée. Allez, c'est parti. Pourquoi communiquer et valoriser sa démarche RSE? Alors, on en a beaucoup discuté avec Alexandra en préparant ce contenu. Et je sais du coup qu'Alexandra a quelques informations à vous partager dans un premier temps sur la communication interne. Alors, tout à fait. Sur le pourquoi choisir de communiquer, il faut déjà se poser la question de la dimension stratégique de la structure, donc de pourquoi on pose comme étant un point essentiel que de partager sa stratégie RSE auprès des différentes parties prenantes. Donc, si on prend déjà le premier prisme de l'interne, eh bien, nécessairement, ça va permettre aux collaborateurs d'avoir une visibilité sur les actions et de pouvoir se sentir investis et de les valoriser dans les démarches qui sont mises en œuvre.
quand vous déclinez une stratégie RSE qui va être proposée au plus haut niveau, il faut absolument que les personnes qui font vivre l'entreprise soient impliquées. Donc, plus vous allez partager avec eux les différentes actions, les progressions, les cheminements et même les difficultés, et plus les gens vont se sentir investis. Donc, ça, c'est vraiment très, très important de l'intégrer. Et puis, à titre un peu plus global, pour du recrutement ou même pour favoriser la pérennité des ressources humaines qui sont dans votre structure, eh bien, c'est très important aussi de pouvoir développer cette marque employeur qui intègre des enjeux RSE dans sa stratégie d'entreprise ou d'organisation. Oui, tout à fait. Je peux peut-être compléter en disant qu'il faut communiquer à l'ensemble des collaborateurs le plus en amont possible. On n'attend pas que le plan d'action RSE soit terminé pour en parler. On n'attend pas que le rapport RSE soit public pour dire qu'on a une démarche RSE. Il faut vraiment essayer d'impliquer et de tenir informés les collaborateurs dès le départ du projet RSE et même au fur et à mesure des avancées. Il ne faut pas hésiter à faire preuve de transparence, à partager là où vous en êtes, quels sont les challenges du moment, quelles sont vos avancées. C'est comme ça que vous réussirez aussi à les mobiliser. Moi, je dis souvent que pour qu'une démarche RSE fonctionne, on a besoin de l'impulsion de la direction, mais on a aussi besoin de l'implication des collaborateurs. Et pour qu'ils se sentent impliqués, il faut qu'ils soient informés. Donc, en interne, c'est indispensable, mais en externe aussi, n'est-ce pas, Alexandra ? Évidemment, en externe, c'est également indispensable. Alors là, il va y avoir un petit curseur de timeline qui va être peut-être à ajuster dès lors que vous êtes prêt à pouvoir communiquer, qu'on est sûr de ce sur quoi on extériorise les messages. Néanmoins, même si tout n'est pas finalisé et bouclé, c'est tout à fait pertinent de pouvoir dire qu'on s'engage dans une dynamique de structuration RSE pour pouvoir le dire avant que les choses soient complètement finalisées. Comme le disait Marion, c'est tout à fait pertinent de pouvoir le calibrer. Donc ça, vos clients, vos partenaires, peut-être le maillage institutionnel qui vous entoure va être appétant à connaître votre dynamique et vos avancées. Et puis, il y a des choses qui sont quand même assez essentielles aujourd'hui par rapport à la réglementation aussi. C'est que si vous avez des engagements RSE, eh bien, potentiellement dans des réponses à des appels d'offres, vous allez devoir les valoriser. Donc, ça va être un axe de différenciation fort et qui vous sera nécessairement demandé pour savoir où vous en êtes. Après, vis-à-vis de votre concurrence, ça peut être aussi quelque chose de très pertinent pour pouvoir donner des éléments de vos engagements et de votre implication sur ces thématiques-là, tant sur l'environnement que sur le sociétal. Et ça, tous vos concurrents, nécessairement, ne le font peut-être pas ou ne le valorisent pas. Donc, ça peut être un point vraiment différenciant. Et puis, voilà, montrer l'exemple vis-à-vis de votre maillage économique, de votre filière, et pour que les personnes, je fais un peu le lien avec l'interne, mais se sentent fiers de participer à la vie de votre structure. C'est très important pour emmener toutes vos parties prenantes avec vous. Et pareil pour les partenaires avec qui vous travaillez, peut-être qu'il y en a qui vont avoir plus d'appétence à travailler avec vous plutôt qu'avec un concurrent qui, lui, n'a pas d'engagement RSE. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer en externe, parce qu'une démarche RSE, ça prend du temps, ça demande des moyens humains, financiers, ça demande de l'énergie. Et on dit souvent que ça peut rapporter, qu'il y a un retour sur investissement à l'entreprise, mais à mes yeux, c'est uniquement si on communique et si on valorise cette démarche RSE. Jamais on pourra attirer aucun candidat pour qui nos valeurs résonnent. Si ce candidat n'est pas au courant de nos valeurs et notre démarche RSE, on ne pourra jamais attirer aucun client non plus si on n'a pas communiqué et valorisé nos engagements. Donc, je crois que le fait de communiquer sa démarche RSE, c'est ce qui permet tout simplement d'obtenir le retour sur investissement de tous les efforts que l'on fait. Voilà. On peut aussi dire qu'une démarche RSE, pour qu'elle fonctionne, il faut la rendre visible. C'est souvent l'erreur que je vois chez les clients ou chez les entreprises. Ils font des choses, plein de choses parfois, mais ils ne savent pas forcément comment les communiquer, comment les valoriser. Donc, la démarche s'essouffle. On a l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts pour peu de résultats et on n'obtient pas le retour sur investissement dont on parlait plus tôt. J'encourage vraiment à considérer la communication RSE comme faisant partie à part entière du projet RSE. Au même titre qu'on a besoin en amont de sensibiliser nos collaborateurs pour les embarquer dans le projet, on a besoin aussi,
tout au long du projet, de communiquer nos actions, nos engagements, nos avancées en interne et en externe. La petite astuce aussi, c'est que dès lors qu'on communique, ça nous oblige forcément à faire ce que l'on dit. Quand on s'affiche en externe, on a un petit peu maintenant ce devoir d'alignement et de cohérence. Donc, ça peut aussi vous challenger, vous obliger à avancer dans votre démarche RSE, parce qu'on voit bien que parfois, la RSE, c'est le sujet qui se rajoute au-dessus de la pile quand on a du temps. Mais dès lors qu'on communique, eh ben, on est un peu obligé à tenir ses engagements. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer aussi parce que ça va venir vous encadrer et vous challenger. Et puis, moi, je trouve que ça permet aussi de valoriser tout ce que vous faites parce que quand à la fin de l'année, on formalise le rapport RSE et qu'on liste toutes les bonnes pratiques qu'on a déployées avec toutes les personnes qui ont été impliquées et qui ont contribué à nos projets, on se dit, ah ouais, quand même, on a réalisé un sacré paquet de trucs et on peut être fier de nous. Et c'est aussi comme ça qu'on peut valoriser, remercier et donner envie aux collaborateurs, aux managers de continuer à s'impliquer dans le projet. Ça permet de leur donner un peu de souffle et de motivation pour leur montrer que ça ne sert pas à rien ce qu'ils font, qu'on les remercie et qu'on les valorise pour ça. Donc, vous l'aurez compris, Alexandra et moi, nous pensons que communiquer est vraiment indispensable pour permettre aux entreprises de valoriser leur démarche RSE et de la concrétiser un cran en plus. On a 2 outils qui sont souvent utilisés en RSE. On a la charte RSE, le rapport RSE. Et souvent, on nous demande quel document choisir, comment on fait, quelle est la différence. Donc, on va profiter de ce temps ensemble pour faire un petit focus sur l'un et sur l'autre. Première information sur la charte RSE. La charte RSE, c'est un document qui se veut synthétique. Vous avez le choix, autant dans le fond que dans la forme, de le rédiger, de la structurer un peu comme vous voulez. Il n'y a pas un cahier des charges réglementaire défini qui vous oblige à mettre telle ou telle information dans la charte. Vous faites ce que vous voulez, autant dans le fond que dans la forme. Mais on retrouve quand même des points communs ou des caractéristiques qui viennent justement caractériser la charte. C'est synthétique, dans le sens que ça tient sur 1 ou 2 pages. Souvent, joli aussi, on essaye de le mettre en page de manière assez visuelle pour que les gens aient envie de le lire. Et on peut l'afficher. On peut l'afficher dans nos bureaux, dans notre ascenseur. On peut le joindre à une offre qu'on enverrait à un client. Voilà, c'est un document utile et pragmatique au quotidien. On va retrouver souvent une introduction qui vient présenter l'entreprise, ce qu'est la RSE, et éventuellement aussi partager un mot du dirigeant. Ça, on aime bien parce que ça montre que la direction prend en main le sujet et s'y investit, que pour la directrice ou le directeur, c'est important, et qui porte le sujet en externe. Et dans l'introduction, on peut aussi retrouver les objectifs de la charte, à savoir pourquoi est-ce qu'on est venu formaliser ce document. On va retrouver aussi la vision et les engagements de l'entreprise. Et on peut aussi vous encourager à intégrer dans la charte que vous vous engagez à respecter les différentes réglementations. Je vous dis ça parce que, par exemple, si jamais vous soumettez une évaluation à EcoVadis, EcoVadis va venir lire et vérifier est-ce que vous vous engagez à respecter la réglementation. Donc, évidemment, ça va de soi, mais ça peut être un petit élément différenciant dans le cadre d'évaluation externe. Et sur ce document, sur la charte, on peut retrouver aussi vos valeurs, la raison d'être et les engagements que vous prenez sur les différents sujets de la RSE. Donc, les engagements, il faut les prioriser par rapport à ce qui a le plus de sens pour vous, par rapport à votre secteur d'activité, votre taille et vos objectifs. Et les engagements, naturellement, on les décline en objectifs et on met à chaque objectif, si possible, un chiffre. Exemple, réduire de 30% notre empreinte carbone liée au transport et une date. Par exemple, réduire de X% d'ici 2030 ou d'ici 2025. Vous connaissez peut-être l'acronyme SMART qui dit que les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et positionnés dans le temps. Donc cet acronyme, on l'utilise beaucoup afin de réussir à bien formaliser des objectifs RSE qui soient concrets, qui soient pragmatiques et qui soient utiles pour vous. Parce que naturellement, peu importe l'élément de communication qu'on formalise,
On ne le fait pas juste pour faire joli ou juste pour montrer à EcoVadis. On le fait parce qu'on va l'utiliser, parce qu'on va s'en servir et parce qu'il vient refléter des objectifs réels et concrets qui sont ceux de notre organisation, de notre entreprise. Voilà pour la charte. Ici, vous avez un exemple de charte RSE qui a été réalisée par Alexandra pour l'un de nos clients, les pompes funèbres publiques. Et cette charte est venue répondre à une attente qu'ils avaient dans le cadre d'une évaluation RSE pour obtenir un label. Donc, on n'est pas obligé d'attendre d'être obligé de faire une charte pour la faire. On peut la faire de manière proactive. C'est d'ailleurs un des tout premiers documents que je préconise à formaliser parce qu'il est synthétique, utile et concret. Voilà. Maintenant, pour les entreprises qui ont un petit peu plus d'expérience ou qui veulent aller un cran plus loin ou qui ont besoin d'avoir un rapport plus formalisé, on a le rapport RSE. À la différence de la charte, le rapport, c'est un document qui est plus complet, qui est plus détaillé. Là encore, on est libre autant dans le fond que dans la forme. Alors, je fais une petite parenthèse sur la différence entre le rapport RSE, la déclaration de performance extra-financière, le rapport de durabilité, qui sont parfois mis dans le même sac. Parfois, on voit même la DPEF qui s'appelle DPEF, donc déclaration de performance extra-financière, qui s'appelle rapport RSE. Donc souvent, on ne comprend plus si est-ce qu'un rapport RSE, c'est obligatoire ou non. Petite parenthèse, le rapport RSE n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire pour les entreprises d'une certaine taille, c'est de faire une déclaration de performance extra-financière. Sauf que vous comprenez bien que ce mot, déclaration de performance extra-financière, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, donc souvent, ça sous l'angle du rapport RSE. Donc, on pourrait éventuellement dire que certaines entreprises qui publient un rapport RSE sont obligées de le faire afin de communiquer leur déclaration de performance extra-financière. On a un nouveau rapport qui est sorti, enfin plutôt qui va être attendu ces prochaines années de la part des entreprises. C'est le rapport de durabilité qui vient remplacer la DPEF dans le cadre d'une réglementation qui s'appelle la CSRD et qui va contraindre en 2026 les entreprises de plus de 250 collaborateurs et qui font un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros de rédiger et publier et faire auditer un rapport de durabilité. Ce n'est pas exactement un rapport RSE, ça va encore plus loin en termes de transparence d'indicateurs quanti et quali à partager. Donc, je ferme la parenthèse parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du rapport RSE volontaire, celui que l'on rédige quand on n'est pas tenu par la loi de faire une DPEF ou un rapport de durabilité. Dans ce cadre-là, dans le cas des rapports RSE qui sont vraiment volontaires, là encore, on est libre autant dans le fond que dans la forme. On peut y mettre ce qu'on veut, on peut faire le format qu'on a envie, et on y retrouve plusieurs éléments qui viennent caractériser un rapport RSE et qui viennent le différencier de la charte. Dans un rapport RSE, on va retrouver des indicateurs. C'est obligé. On est obligé de retrouver des indicateurs autant sur le plan social qu'environnemental pour venir illustrer et concrétiser les engagements que l'on prend et apporter de la transparence. C'est ce qui va venir aussi crédibiliser votre démarche RSE. On y retrouve également des perspectives, c'est-à-dire des axes d'amélioration, des engagements que l'on va prendre. Dans un rapport RSE, on parle autant de ce que l'on fait de bien que ce que l'on pourrait faire de mieux. On partage nos résultats, donc souvent sous la forme d'indicateurs, mais pas que. Ça peut être aussi des photos, des exemples d'actions qu'on a réalisées, des avant-après qu'on a obtenus. Enfin, voilà, pas hésiter à montrer, à illustrer par l'exemple. Dans un rapport RSE, on va aussi retrouver des témoignages de parties prenantes. C'est bien si on dit aux autres, tiens, regardez tout ce qu'on fait de bien. Mais c'est encore mieux si des fournisseurs, des clients, des riverains, des collaborateurs peuvent s'exprimer à propos de qu'est-ce que l'on fait de bien ou sur nos engagements RSE à nous. Donc moi, ce que je préconise à mes clients, c'est de ne pas hésiter à collecter des verbatims de la part de son écosystème RSE, de son écosystème d'entreprise et à l'intégrer dans son rapport RSE. Je vous ai mis en exemple le rapport RSE de la Micaline, qui fait pour moi partie des meilleurs rapports RSE que j'ai vus, que j'ai lus. C'est une société que j'ai auditée 3 années de suite, donc je les connais bien dans le fond
Et je trouve que dans la forme, ça valorise très bien ce qu'ils ont fait. Donc, je vous laisserai aller fouiller, explorer ce rapport RSE, puisque pour moi, c'est un très bel exemple de concret, d'illustration d'un document facile à parcourir, agréable à parcourir, et qui apporte des véritables informations qui viennent retranscrire l'engagement RSE de cette entreprise. Donc voilà dans le fond ce que l'on vient retrouver. Et naturellement, comme je viens un petit peu de l'évoquer, la forme fait aussi partie du projet RSE, de la communication, autant la forme que la manière de diffuser. Donc, Alexandra, on a quelques questions pour toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les bonnes pratiques liées à la forme, au format des différents éléments de communication et comment on les diffuse, ces documents? Comment, quand, où ça? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, en effet, sur la forme, il y a un point déjà structurant à poser dès le début, c'est de se dire que si vous avez une charte graphique qui existe dans l'entreprise, il est important de la respecter et de s'assurer que votre déclinaison des supports RSE que vous réalisez soit bien conforme à la charte graphique de l'entreprise. Donc, par charte graphique, j'entends le logo, mais également toutes les déclinaisons visuelles de mise en page et de couleurs qui peuvent exister et qui sont structurées dans un document bien précis. Donc, si vous avez une structure qui est déjà un peu plus conséquente, vous avez peut-être une direction RSE qui a sa propre déclinaison de la charte graphique. Souvent, ce sont des choses qui existent avec une dynamique de couleurs qui permet de différencier que l'on parle de la thématique RSE et tous les documents qui concernent la RSE de la structure sont dans cette même dynamique de couleurs, dans ce panel de colorimétrie. Donc après, voilà, une fois qu'on a posé ces éléments-là, donc moi, comprendre, je vous invite à vous rapprocher de votre service communication ou de la personne responsable de la com dans votre structure, ou en tout cas d'avoir ce regard, ça peut être aussi avec un partenaire externe, pour bien faire en sorte que les supports soient cohérents par rapport à la dynamique globale de l'entreprise. Ensuite, sur les éléments de communication qui sont à votre disposition, en fait, il faut vraiment les intégrer dans une stratégie globale pour pouvoir définir où et quand et à qui les diffuser. Donc, si vous choisissez d'avoir une stratégie de communication interne avec voilà, le ciblage qui vous concerne sur l'accession à la documentation de vos collaborateurs, eh bien, ce sont des choses qu'il faut poser. Si vous avez des personnes qui n'ont pas d'équipement informatique et que vous souhaitez partager la communication RSE de votre structure, il va être compliqué de miser exclusivement sur le digital. Et peut-être qu'à ce moment-là, de l'affichage, comme le disait Marion tout à l'heure avec l'affichage de la charte, dans les espaces clés tels que les salles de pause ou les vestiaires peuvent être des choses pertinentes. Donc tout ça, il faut l'anticiper et le structurer en amont pour pouvoir être sûr que vous allez toucher vos différentes cibles de la meilleure manière possible. Si vous avez une communication digitale très forte dans l'entreprise au niveau interne, vous pouvez dédier une page sur votre site, peut-être si vous avez un intranet, une page dédiée sur l'intranet, mais également envisager des newsletters qui permettent d'informer les collaborateurs de vos avancées. Ça, c'est des choses qui se structurent et qui se réfléchissent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. C'est juste le fait de structurer une stratégie de communication cohérente pour que vous puissiez être en phase avec vos cibles. La régularité, c'est aussi à vous de le définir, puisque en fonction de vos moyens, que ce soit les ressources humaines disponibles pour pouvoir faire ces supports, mais aussi les ressources financières pour si vous avez besoin de l'externaliser. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut quantifier. Après, pour la partie com externe, eh bien, c'est, j'ai envie de dire, la même chose. Dès lors que vous avez défini votre stratégie de communication, vous pouvez dire, voilà, on doit toucher telle cible, tel service a besoin d'avoir un support pour répondre, par exemple, à l'appel d'offres. On l'a pris tout à l'heure comme exemple, c'est vraiment le cas le plus pertinent. Quand ce sont les commerciaux ou la direction du développement qui s'occupe de répondre à des appels d'offres, ils ont besoin de support ou alors d'aller faire de la prospection. Et donc, c'est vraiment en phase avec leurs besoins et les besoins de vos clients ou vos prospects que vous devez structurer ces supports. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment en fonction de l'usage. Mais aujourd'hui, avec les outils digitaux qui s'offrent à nous et toutes les multiples disciplines de communication que nous avons, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Mais il faut aussi faire le choix parce qu'on ne peut pas être partout. C'est aussi s'épuiser et ce n'est pas forcément pertinent. Donc, voilà, tout ça, c'est important de le poser. Vous avez des choses très intéressantes qui se font sur des réseaux sociaux
les réseaux sociaux et les sites de grands comptes, de grandes structures qui sont aujourd'hui dans une phase de réglementation, donc ce qui fait qu'elles ont mis en place des pages RSE sur lesquelles vous pouvez trouver dans les Qui sommes-nous sur les sites internet par exemple. Ce sont des bonnes sources d'inspiration pour voir ce qui peut être fait. Et puis également sur les lignes éditoriales de réseaux sociaux, vous pouvez tout à fait interfacer dans votre dynamique de votre cœur d'activité, mais diluer tout au long de l'année des communications qui sont propres à votre avancée dans votre stratégie RSE. Et ça, c'est vraiment pertinent, comme le disait Marion tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas obligé d'être arrivé au bout du chemin pour communiquer. Vraiment, tout le cheminement et tout ce que vous mettez en place, les avancées, ce sont des choses qui sont partageables et valorisables parce que ça peut intéresser, comme on l'a dit tout à l'heure, vos clients, encourager certains partenaires et aussi inspirer pour faire bouger les choses au sein de votre filière. Voilà. Donc, pour résumer ça, je ne peux que vous conseiller de définir une stratégie de communication qui va être intégrée dans la stratégie globale de votre entreprise pour être vraiment consacrée à la RSE et de poser les choses avec les personnes concernées, tant en interne qu'en externe. Ouais, c'est important ce que tu dis, Alexandra, parce que si on attend d'être au bout du chemin pour communiquer, on ne communique jamais, ne serait-ce que parce que la RSE est une démarche d'amélioration continue et qu'on n'a jamais fini d'en faire. Donc, il ne faut pas attendre d'être parfait parce que de toute manière, je ne connais pas une seule entreprise qui l'est. Il faut se lancer, oser et communiquer auprès des bonnes personnes via le bon format. Je vois qu'il y a quelqu'un du groupe Autier qui fait partie des participants. Donc, c'est une société qu'on a accompagnée pendant 2 ans et une société de transport. Leur particularité, c'est que les 3/4 de leur effectif sont des personnes qui conduisent, qui sont dans les camions et donc qui n'ont pas spécialement accès à une adresse email ou à un ordinateur pour lire des documents, etc. Donc, si je peux me permettre un petit partage d'expérience, ils ont une newsletter papier, un journal interne qu'ils diffusent tous les trimestres, si je ne me trompe pas, et dans ce journal papier imprimé qui est remis à l'ensemble des conducteurs, on avait une double page à chaque fois sur le sujet de la RSE. Là, c'est un très bon exemple qui vient montrer qu'on s'est adapté à une cible qui avait des besoins particuliers, qu'on a intégré la RSE dans les outils qui existaient déjà. On n'est pas forcément obligé de créer une newsletter RSE à part. On peut le faire. On n'est pas obligé. On peut aussi intégrer la RSE dans les rituels, dans les supports qui existent déjà. Et je tiens à saluer et à remercier le groupe Autier aussi pour leur investissement, parce que si la démarche RSE fonctionne bien comme ça, c'est aussi parce que la com fait partie du groupe projet RSE et fait partie de nos principaux soutiens et sont là avec nous pour valoriser les actions qu'on met en place et vulgariser aussi notre travail. Il faut vraiment faire de votre référente communication votre meilleure copine dans le projet RSE. C'est une alliée très, très précieuse. Hop. Alors, justement, si on veut rentrer un peu plus dans le concret, quels sont les outils que l'on peut utiliser pour animer, valoriser sa démarche RSE? Alors, on a un outil qui fait partie de la communication auquel on ne pense pas forcément spontanément, c'est l'événementiel. Avec Alexandra, l'année dernière, on est parti dans une grosse société de textile, une marque de vêtements, et on est venu sensibiliser plus de 150 collaborateurs au travers d'une dizaine d'ateliers grâce à la fresque du climat. La fresque du climat peut servir de prétexte pour, on va dire, donner un contexte au projet RSE. En sensibilisant les collaborateurs à la fresque du climat, on peut dire, regardez, il y a une urgence climatique et c'est pour ça que l'entreprise s'engage en RSE et c'est pour ça qu'on a une politique avec des projets et blablabla. On a fait aussi ces fresques du climat au sein du groupe Autier, au sein de DKSH que je salue, je vous ai vu aussi passer dans les participants. Ces fresques du climat viennent mettre le sujet sur la table et viennent permettre de dérouler ensuite le projet RSE. Donc ça, c'est une idée, mais on a aussi parfois la possibilité de faire intervenir des conférenciers. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, Alexandra? Eh bien oui, en fait, alors c'est vrai que nous, chez Bella Ciao, on a développé ça, c'est de faire intervenir des scientifiques pour expliquer les enjeux du réchauffement climatique auprès des dirigeants et des institutionnels, des élus, pour aider à la prise de décision.
Donc, en fait, là où on se positionne, c'est en fonction de la maturité du projet RSE. Il peut y avoir plusieurs phases. Il peut y avoir la phase où on est vraiment en amont de la prise de décision, de décider d'intégrer ça dans la stratégie de l'entreprise, et auquel cas, il faut être déjà toucher le top management pour pouvoir être vraiment intégré dans le cœur du moteur, si je puis dire, de l'entreprise. Donc, ça permet de prendre conscience avec des données scientifiques précises, des scientifiques qui sont capables de vulgariser des messages un peu complexes de manière plutôt simple, et en même temps de pouvoir transposer sur des problématiques d'entreprise ou de filières, de secteurs, de zones géographiques. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui ensuite peuvent être déclinées en fonction voilà, de la stratégie et de l'avancée de l'entreprise, mais déclinées après aux différentes équipes. Ça peut être les managers ou alors les opérationnels. Ça dépend en fait des formats événementiels que vous décidez de mettre en place. Mais ce sont des choses qui se font naturellement avec soit de l'événementiel grand format où les gens sont réunis en présentiel parce que c'est intégré dans votre management annuel, ou alors ça peut être des petits formats, comme on l'a fait aussi en lien avec ce groupe du textile dont Marion vous a parlé, où là, on est intervenu davantage en format visio, parce que c'était plus opportun pour rencontrer les équipes, d'avoir un échange avec ces personnalités scientifiques qui sont capables de leur faire les transitions avec leur quotidien et comment elles peuvent être actrices du changement dans leur structure et sur leur territoire. Donc, voilà, vous avez ces différents degrés, vraiment le premier niveau de structuration et de prise de conscience au plus haut niveau de l'entreprise dans la stratégie globale, et ensuite la déclinaison pour aussi accompagner la stratégie RSE de la structure pour la faire comprendre et emmener les équipes dans l'adhésion. Ça, c'est vraiment quelque chose de structurant. C'est ce pourquoi la plupart de nos clients aujourd'hui nous appellent. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on existe, donc du coup, il y a déjà un petit peu plus de cheminement dans l'avancée de nos clients, mais c'est de vraiment embarquer toutes les équipes. Et voilà, les supports de communication qui peuvent être à votre disposition, c'est en effet ça. Ça peut être l'événementiel pour aller à la rencontre le faire vivre par une rencontre qui peut marquer les esprits avec des profils voilà, qui sont… là, vous avez une photo d'Heidi Sevest qui est glaciologue, que vous connaissez peut-être. Et après, il y a d'autres profils de personnalités inspirantes scientifiques qui portent des messages vulgarisés sur l'eau, sur les oiseaux marins, sur le biomimétisme. Voilà, il y a plein de thèmes qui, de toute façon, de près de loin, sont toujours en lien avec les enjeux environnementaux et sociétaux. Voilà. Oui, c'est très fédérateur ces sujets et ça donne envie de s'impliquer, et c'est peut-être ça qu'il faut savoir créer en interne, c'est donner envie aux gens de s'impliquer en RSE et montrer que c'est pas qu'une contrainte ou une punition, mais que c'est aussi un moment fédérateur et positif. Au-delà de l'événementiel, ce que l'on peut faire, c'est s'appuyer sur des supports de com, ou en tout cas des endroits où vous pouvez communiquer. À toi, Alex. Ah oui, pardon, je t'écoutais avec attention. Donc oui, au niveau des supports de communication, ça va compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur les supports de com, vous pouvez vous appuyer sur les supports de communication existants de votre structure. Donc, en effet, le combo direction de la com ou chargé de com est vraiment essentiel. Et j'ajouterais même que les dirigeants sont vraiment essentiels à l'ensemble de la démarche, parce qu'il faut vraiment que tout le monde soit… que ce soit porté au plus haut niveau pour qu'après ce soit plus fluide pour les équipes qui déclinent, comme les communicants ou les responsables RSE. Donc, voilà, si vous avez un intranet, vous pouvez vous appuyer dessus. Si vous avez un site internet, eh bien, de rajouter la page qui permet de partager vos engagements, vos valeurs, votre avancée, vos certifications. Ça peut être aussi des témoignages de partenaires ou de collaborateurs qui peuvent partager leurs avancées et leurs prismes sur les engagements de l'entreprise. Pour tout ça, vous pouvez doser le curseur, choisir d'aller au plus de transparence, au plus de partage, ou alors avoir juste des choses plutôt synthétiques. Vous pouvez aussi mettre en téléchargement votre charte RSE ou votre rapport RSE, c'est tout à fait possible, ce sont des pratiques qui se font. Et puis après, vous pouvez utiliser aussi voilà, les réseaux sociaux dès lors que, et là j'insiste vraiment très fort, dès lors que vos cibles sont présentes sur les réseaux sociaux, n'allez pas vous épuiser à communiquer alors que vous n'avez pas de légitimité ou de pertinence à mettre de l'énergie, de l'argent et du temps sur des réseaux sociaux où vos cibles ne sont pas.
D'accord? Donc ça sous-entend, ce que je vous ai dit également tout à l'heure, c'est de bien définir votre stratégie de communication avec vos cibles. Donc, sur les réseaux sociaux, si vous avez identifié comme quoi c'était pertinent de pouvoir se positionner dessus, donc vous avez des réseaux sociaux plus orientés avec des cibles professionnelles, comme LinkedIn. Et puis après, vous allez avoir des réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Facebook et X Twitter qui vont être aussi d'autres canaux plus grand public. Donc voilà, il faut doser la légitimité de votre présence pour bien être sûr que vous soyez en phase et faire en sorte que votre ligne éditoriale qui est présente sur votre page ou votre compte soit en harmonie avec les messages de RSE que vous allez diffuser. Voilà. Donc ça s'inscrit dans la ligne éditoriale en phase avec la personne qui s'occupe de la communication. L'objectif, simplement, c'est d'être concret et utile. Comme en RSE, d'ailleurs, on ne va pas chercher à faire en plus ou en trop. Autant mettre son effort et ses efforts et son énergie sur au bon endroit. Donc, ouais, plus globalement, Alexandra, toi, ce que tu préconises, c'est de structurer une ligne éditoriale. Oui, tout à fait. Il faut vraiment qu'elle soit cohérente, qui s'inscrit dans la ligne éditoriale globale, mais avec quelque chose de destiné pour la RSE, qui permet d'être concret, dans le sens où vous êtes factuel, vous apportez des données qui sont inhérentes à votre avancée, qui sont issues de l'accompagnement avec la personne qui s'occupe de la RSE, que ce soit en interne ou en externe. Vous appuyez sur des chiffres, vous appuyez sur des choses qui montre le cheminement de votre trajectoire. Voilà. Ce qui est vraiment très apprécié, c'est d'être sur de la transparence et de l'honnêteté. Voilà. Si vous essayez de tourner les sujets à votre avantage parce que vous sentez qu'il y a une tendance ou que vous n'êtes pas à l'aise par rapport à des données, ça va se ressentir et en plus, vous allez tendre à ce fameux sujet du greenwashing ou du social washing si on est sur des thématiques sociétales. Donc voilà, il faut vraiment éviter ce genre de choses. Donc, intégrer des données aussi qui sont, donc, je vous l'ai dit, des choses concrètes. Une ligne éditoriale opérationnelle, ça veut dire que vous allez montrer les choses réelles de la structure par des témoignages des collaborateurs, par des témoignages des partenaires ou des gens qui vous accompagnent dans cette dynamique. Ça, c'est vraiment crucial de faire témoigner les gens, de mettre de l'humain au cœur de votre démarche. C'est quelque chose de très important. Et puis après, bien évidemment, stratégique pour nourrir votre ambition globale de l'entreprise. Il s'agit de recruter, d'avoir un capital de marque employeur important, de fidéliser les collaborateurs, d'augmenter votre chiffre d'affaires, etc., etc. Voilà. Merci Alexandra, et moi j'aimerais bien compléter ce que tu dis parce que d'un côté tu dis bah tiens il faut structurer sa communication RSE, sa ligne éditoriale, mais ça rejoint un petit peu ce que je dis aussi dans mon discours de RSE, c'est que globalement il faut structurer sa démarche RSE pour réussir à communiquer sa démarche RSE. De la même manière qu'on ne fait pas de la RSE sur un coin de table en 5 minutes tout seul, on ne peut pas faire de la communication sur un coin de table en 5 minutes tout seul. Donc, dans le cadre de votre démarche RSE, intégrez d'ores et déjà le projet de communication. Ça fait tout autant partie de votre démarche RSE que de faire des éco-gestes ou de réduire votre empreinte carbone. Ça en fait autant partie. Donc, pour structurer votre démarche RSE, commencez par faire un diagnostic sur tout ce que vous faites déjà de bien, y compris dans votre manière de communiquer, de valoriser, de formaliser vos engagements. Mettez en place un plan d'action en mettant des actions prioritaires et les plus pertinentes par rapport à votre secteur d'activité et votre taille. Pilotez ce projet grâce à un groupe de travail reprenant différentes fonctions, différents niveaux de hiérarchie dans l'entreprise et au travers d'indicateurs et dialoguer avec vos parties prenantes, pas juste pour leur demander leur avis pour mettre dans votre rapport RSE, mais parce que dans une démarche RSE, on doit dialoguer, coopérer, échanger avec notre partie prenante. Oui, le support sera bien envoyé, y compris le replay. Hop. Alors, pour terminer, écoutez, messieurs, dames, on va vous partager 3 conseils qui font le lien avec des erreurs, des petits loupés qu'on a pu voir parfois chez certaines entreprises. Donc, le premier conseil qu'on aimerait vous donner, c'est d'être honnête et transparent. Tu l'as déjà dit, Alexandra, est-ce que tu veux approfondir un petit peu ? Je crois que je vous ai tout dit là-dessus, mais vraiment,
l'honnêteté et la transparence, en fait, c'est juste être cohérent avec votre démarche RSE. Donc, voilà, faut pas de fake et assumer les choses. C'est pas grave si on n'est pas parfait. Au contraire, montrer nos failles et nos difficultés d'avancer, parce que dites-vous bien une chose, c'est que vous n'êtes pas tout seul à les avoir, ces difficultés. Donc, les partager, c'est aussi permettre à d'autres de s'en inspirer et de peut-être ne pas faire les mêmes erreurs ou de progresser d'une autre manière. Mais vraiment, ça, là-dessus, c'est indéniable. Indéniable. Oui. Une communication responsable, c'est autant dans le fond que dans la forme. Et dans le fond, si on y intègre des valeurs d'honnêteté, de transparence, on peut se dire qu'on est déjà assez aligné avec les valeurs de la RSE. Deuxième conseil, vous l'aurez compris, c'est de structurer une stratégie. Donc, structurer une stratégie RSE, une stratégie de communication responsable. C'est des sujets importants qui demandent du temps, des ressources. Donc, autant les faire bien. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est aussi des savoir-faire. Et peut-être que quand on se fait accompagner, au moins au début, le temps du diagnostic et du plan d'action, ça nous fait gagner du temps par la suite. Et le troisième conseil, c'est vraiment d'oser, de s'autoriser à communiquer. N'attendez pas d'avoir fini, n'attendez pas d'être parfait. Vous n'aurez jamais fini et vous ne serez jamais parfait. Et pour autant, vous avez le droit de communiquer. Et vous avez forcément en tête des entreprises, vous les connaissez, vous savez qu'elles font moins bien que vous, mais pour autant, elles communiquent plus. Et si c'est pas juste, je suis d'accord avec vous, c'est pas juste parce que vous faites les choses bien et vous n'osez pas communiquer. Donc, raison de plus pour vous lancer et ne pas hésiter à valoriser en interne et en externe ce que vous faites. Est-ce qu'Alexandra, tu voulais rajouter quelque chose pour conclure ? Pour conclure, je dirais aussi que si vous sentez que vous êtes en difficulté, si vous êtes consultant, enfin si vous êtes responsable RSE ou responsable de communication parce que vous avez du mal à embarquer les gens et notamment les dirigeants, je me permets d'ouvrir cette porte rapidement, mais que ça peut être aussi une dynamique qui n'est pas portée au plus haut niveau et que vous sentez en difficulté. Surtout, dites-le et trouvez les moyens pour pouvoir embarquer au plus haut niveau parce que ça vous facilitera le quotidien. Parce que souvent, moi, je le vois dans les maillages de communicants avec qui on travaille, où les dirigeants le font parce qu'il faut remplir le papier pour l'appel d'offres et que c'est bien aidant. Mais néanmoins, ils sont pas convaincus par la démarche. Et ça, je sais que c'est une souffrance au quotidien parce que ça veut dire que c'est encore plus difficile pour avancer et cheminer. Donc, trouver des ressources qui vous permettent de les convaincre que c'est une bonne démarche et que c'est pas du temps perdu et que c'est important de pouvoir le partager. Vous avez toutes les billes pour voir que il y a un capital d'augmentation de chiffre d'affaires, de sérénité dans l'avancée de la structure, de recrutement beaucoup plus sain et de minimiser le turnover dans l'entreprise. C'est autant d'avantages et de choses que les dirigeants ne peuvent que entendre. Donc, prenez cette posture et osez aussi les interpeller et les faire grandir là-dessus. C'est essentiel. Super. Écoute, merci beaucoup Alexandra pour tes conseils de pro et tes partages d'expérience. Vous retrouverez le webinaire en replay et prenez note des prochaines dates que vous pouvez d'ores et déjà noter dans votre agenda. En novembre, on se retrouvera pour parler des bonnes pratiques qui favorisent la diversité et l'égalité des chances au sein de l'entreprise. Et début décembre, on parlera de la norme 20121, qui est une norme dédiée à l'événementiel durable. Et on vous donnera des conseils pour préparer votre audit et votre certification. Merci beaucoup, messieurs, dames. On va bientôt arrêter l'enregistrement. Voici nos coordonnées, Alexandra et moi, si vous avez des questions. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci encore, Alexandra. J'arrête l'enregistrement et on se tient à votre disposition pour les questions.